Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors Jean-Yves, je vais commencer par rappeler aux téléspectateurs qu'il faut cliquer sur le pouce en l'air. C'est très important. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vous avez été très nombreux à le faire la semaine dernière. C'était très appréciable. Et puis ça a permis de bien redonner de la dynamique à cette vidéo. C'est essentiel pour l'algorithme de YouTube, vous le savez. Place au programme. On va commencer avec l'image de la semaine. L'image de la semaine, bien sûr, c'est la tragique mort d'Elias, 14 ans, qui a été tué pour son téléphone portable. Et puis, on verra que le dossier du jour, c'est notre ministre Bayrou qui a parlé d'un sentiment de submersion migratoire. On parlera de tout ça, on n'oubliera pas les pastilles de l'information, bien sûr, le portrait piquant de cette semaine qui est une rediffusion consacrée à Léa Salamé. Eh bien, chers amis, Immédiat numéro 525, c'est parti. Revenons, je vous le disais en introduction, sur la mort d'Elias après Thomas, après Enzo, après Hugo, après Philippine, après tant d'autres finalement. Est-ce que Elias est un fait divers ou est-ce qu'il s'agit d'un francocide? Est-il victime de l'immigration? Je vous propose déjà de regarder son image. C'est un beau jeune homme donc, qui est mort pour son téléphone. Jean-Yves, je le disais tout à l'heure. Je vous propose de commencer avec peut-être... Qui sont les agresseurs? C'est la question que tous les journaux se sont posés sans vraiment y répondre, vous allez voir. Le Parisien, on est tous effarés, choc après la mort d'Elias. Eh bien, Le Parisien, le 25 janvier, donc le samedi, le lendemain donc de la mort d'Elias, nous parle des deux agresseurs comme l'un qui porte des tresses, l'autre de forte corpulence. Donc on a un début de description physique. Marie-France a repris également cette typologie, donc l'un avec les tresses, l'autre avec la forte corpulence. Et finalement, ce n'est que Valeurs Actuelles qui, le 27 janvier, nous parle d'individus de type africain, avec des cheveux courts, crépus, portant un bas, un haut de jogging noir, des baskets noires, un blouson sans manches noires. Et pour celui de 17 ans, corpulence mince de type antillais et des cheveux de type dread courte avec un jogging noir également, des baskets noires, un haut noir et lui un blouson avec une capuche fourrée noire. Quasiment personne n'a parlé du type des agresseurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Yves? Si vous voulez, moi j'ai été frappé aux premières informations où on décrivait les vêtements des agresseurs, puisqu'on les recherchait, ou les chaussures des agresseurs, mais on ne donnait pas leur type physique. Or, si on décrit quelqu'un, si on cherche un suspect, il y a les vêtements qu'on peut changer, et il y a le type physique qu'on peut plus difficilement changer. Et donc, c'est très simple, et je le dis à tous ceux qui nous regardent, à partir du moment où on ne dit pas que le type physique est européen, c'est qu'il n'est pas européen. Voilà. En l'occurrence, c'était un des types physiques africains pour l'un, antillais pour l'autre. En tout cas, ce n'étaient pas des types physiques européens. Et c'est évidemment ce que les médias essayent de camoufler. Et on peut reconnaître à Valeurs Actuelles le fait d'avoir dit les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Et on ne peut pas traiter les questions d'insécurité si on n'étudie pas qui commet les actes d'insécurité, qui commet, dans les cas les plus fréquents, pas toujours, mais dans les cas les plus fréquents, les actes d'insécurité. Et on tombe évidemment sur la question de l'immigration. L'insécurité, telle qu'elle s'est développée au cours des 50 dernières années, n'est qu'une conséquence, pas la seule, mais c'est une conséquence de l'immigration. Alors Jean-Yves, je vous propose de passer maintenant au traitement médiatique de cette affaire. Il y a eu des titres
assez hallucinatoire, je dois dire. Notamment celui du Monde, qui parle d'un adolescent de 14 ans tué à Paris après avoir refusé de se faire prendre son téléphone. Ah, le salaud, il a refusé de se faire prendre son téléphone. Voilà. Ah, vraiment. Ça s'appelle du vol, en fait. Ah, si on refusé. Non, mais pourquoi il a refusé son téléphone? Déjà, on cite C'est même pas son quasiment nom, lui le coupable. Exactement. Alors, Libération aussi nous parle donc d'un fait divers. Et dans la phrase du sous-texte, eh bien, il avait tenté de résister au vol de son portable. Bah oui, s'il avait donné son portable à un Jean-Yves, rien ne se serait passé. Enfin, c'est dingue. Et vous allez voir, je pense que la palme de l'article le plus hallucinant peut être attribuée au Figaro. Le Figaro a décidé de donner des noms d'emprunt aux agresseurs. Et attention, roulement de tambour, comment s'appelle-t-il? Léo et John. Alors là, c'est encore les Anglais de Darmanin. C'est les Anglais, c'est les Léo Anglais. et John. Et donc le Figaro qui se justifie en disant que le prénom a été modifié. Alors, on s'en doutait du coup, parce qu'évidemment les tresses, ça signe quand même le profil plus africain. Voilà, de fait, les blancs ne se font pas des tresses dans les cheveux. Et on nous signale aussi dans le Figaro que la loi interdit d'identifier les mineurs mis en cause dans les affaires criminelles ou correctionnelles. Effectivement, ça les arrange bien. Oui, mais bon, ça n'interdit pas de voir dans quel contexte ça se situe. Et là, en l'occurrence, ça se situe dans un contexte d'insécurité à proximité de ces stades et d'improximité liée à l'existence de racailles issues de l'immigration dans ces ensembles HLM. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, je vous propose d'écouter ce qu'a à dire la maire du 14e arrondissement de Paris. Vous allez voir, c'est très intéressant. On avait eu des signaux d'alerte que un petit groupe de jeunes rentrait dans le centre sportif, agressait, en tout cas violentait ou menaçait, par exemple, de manière plus ou moins grave et de manière plus ou moins fréquente, ceux qui venaient au stade. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis un an alors? On a mobilisé tout le monde, on s'est réunis, on a pu mettre aussi des mots sur ce qui se passait et puis on y a apporté aussi des réponses. Et en tant que maire, c'est pas un sentiment d'échec que vous éprouvez ce soir quand survient un tel drame alors que certaines choses étaient connues et certaines mesures peut-être ont été mises en place mais n'ont pas empêché que survienne ce drame? N'ont pas suffi. On s'est réunis. On s'est réunis, oui. On s'est réunis. Bah, c'est bien la preuve que la réunionite aiguë qui frappe notre pays n'est pas une pas la très bonne bonne maladie solution, et pas une très bonne solution. Non. Alors Karine Petit nous dit aussi le lendemain à nouveau sur BFM, là il faut soulever que le fait que le journaliste fait quand même le job, Jean-Yves, je trouve. Oui, il lui pose tout à une vraie fait. question. Oui, absolument. Karine Petit dit le lendemain sur BFM qu'elle va s'adresser aux équipements sportifs. En fait, elle en profite pour faire sa promo en disant qu'elle a installé des beaux équipements sportifs le long du Périque dans son arrondissement et que c'est à eux qu'elle va s'adresser pour régler le problème. Enfin, on ne sait plus si elle est assistante sociale ou maire, en fait, cette dame, à force. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre Sautarel a retrouvé cette information il y avait eu des signaux d'alerte. Ces jeunes, ça fait plus d'un an qu'il y a ce problème de violence, de vol et de dégradation aux abords de ces stades dans le 14e. Et elle dit qu'on avait apporté un soutien éducatif, aider les familles. Donc il y a plusieurs types d'aides, mais on peut se dire que ça a aussi peut-être été financier. Et que depuis, la maire avait été interrogée en 2024, elle avait dit « Depuis, tout va mieux ». Bon, ben voilà, la réalité, le réel. Le réel. Marianne s'est d'ailleurs payée Karine Petit, donc la maire du 14e arrondissement, avec le portrait craché, en signifiant que c'est une maire déconnectée de la réalité qui fuit ses responsabilités. Jean-Yves, j'imagine que vous validez la terminologie. On est là dans ce qu'on vit malheureusement depuis près d'un demi-siècle maintenant, la culture de l'excuse, la préférence délinquante et le lâchage de ceux qu'on appelle à tort les victimes, car je crois que dans le cas d'Elias, comme dans le cas de Thomas Crépol et dans beaucoup de cas, ce sont des jeunes hommes ou des jeunes garçons qui résistent, qui se défendent. Et au fond, on devrait rétablir la médaille de la résistance, fût-ce pour leur attribuer à titre posthume, ou en tout cas leur donner la Légion d'honneur à titre posthume, parce qu'ils résistent. Alors qu'effectivement, le système voudrait tout simplement qu'ils se couchent, qu'ils cèdent à leurs agresseurs. Ils résistent, c'est leur réflexe, c'est leur instinct, et on ne peut que les en féliciter. J'ai noté, Jean-Yves, dans le Parisien, un témoignage assez intéressant. Les journalistes ont évidemment interrogé
les habitants aux abords donc, du lieu où s'est déroulé le drame, où Elias a été poignardé. Il faut dire il faut utiliser les bons termes. Et c'est intéressant parce que vous allez voir, même les enfants de 14 ans, ils savent reconnaître les quartiers de l'insécurité. Voilà ce qu'un jeune joueur de l'équipe ou du club d'Elias dit. On sait tous que ce coin est craignos. Il y a des dealers et des gens des cités qui peuvent nous agresser dans le parc ou dans les rues à la sortie. C'est pour ça qu'on ne rentre jamais seul, toujours à 2 ou à 3. Donc même les jeunes sont capables de reconnaître lucide et parlant déjà le politiquement correct, puisqu'il parle des gens des cités. Et donc il a déjà intégré le vocabulaire euphémisant de la réalité. À propos de ces jeunes des cités, justement, je vous propose d'écouter François Molins qui revenait justement sur l'excuse atténuante de minorité quand on juge des enfants. Après le meurtre du jeune Elias, tué à 14 ans par 2 jeunes à peine plus âgés que lui, qui voulaient lui voler son portable, cette donnée, c'est l'âge des délinquants, avec des mineurs de plus en plus violents et souvent de plus en plus jeunes. Faut-il arrêter de juger les mineurs comme des enfants ? Est-ce que notre justice est trop indulgente avec les mineurs aujourd'hui ? Je pense qu'on ne peut pas juger un mineur comme un majeur. Un mineur, c'est une personne dont la personnalité est en construction. Et ça, je pense qu'il faut en tenir compte. Moi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut qu'on garde l'excuse atténuante de minorité et il faut faire confiance au juge là-dessus. Je pense que le juge connaît ses dossiers et il faut lui faire confiance quant à l'application de cette excuse ou pas. Ça fait juste un demi-siècle qu'on fait confiance au juge. Ou même 40 ans, on va dire, depuis les réformes de Badinter, on fait confiance au juge, on voit le résultat de la confiance faite au juge. L'excuse de minorité, en plus, je pense que c'est pas pareil à 10 ans et à 12 ans et à 16 ans ou 17 ans. Première remarque. Deuxième remarque, il y a dans les populations d'origine africaine une maturité physique plus rapide. Et donc, est-ce que c'est toujours pertinent de maintenir l'excuse de minorité jusqu'à 18 ans, comme on le fait aujourd'hui ? On peut vraiment se poser la question. Il y a Paul Sugy qui revient sur une alerte AFP. Meurtre d'un adolescent à Paris. Bayrou invite les députés à se saisir de la question du port des armes blanches. Il commande ceci. C'est la faute au couteau. Il en faudrait moins dans ce pays. Oui, c'est la faute au couteau, c'est la faute aux voitures quand il y a une voiture qui charge. C'est la faute au téléphone portable, parce qu'il s'il n'avait pas de téléphone portable, il ne se serait pas fait agresser. D'ailleurs, Paris et la ville de Paris est en pleine campagne contre le port du couteau. Il faut le noter. Porter un couteau, c'est se mettre en danger, pas se protéger. C'est des affichages quand même très pertinents. Et on a également le directeur de la police municipale de Paris qui est intervenu sur France 3, qui est très fier de lui. Vraiment, je ne vous passe pas la vidéo, mais croyez-moi sur parole, il est tout content de dire qu'il distribue des flyers à la sortie des collèges où ils expliquent aux élèves qu'il ne faut pas prendre un couteau dans la cuisine et le mettre dans sa poche parce que ce n'est vraiment pas bien. Vous avez vu, je le fais bien, c'est mon expérience de maman qui parle. Oui, très bien. Et j'aimerais, Jean-Yves, pour clôturer cette image de la semaine, revenir un peu, faire un parallèle avec les États-Unis. On a eu cette déclaration de J.D. Vance, qui est donc le vice-président de Donald Trump, qui a déclaré ceci. « Je ne veux pas que mes enfants partagent un quartier avec des immigrés qui n'ont pas été correctement sélectionnés. Et parce que je ne le veux pas pour mes enfants, je ne vais pas forcer d'autres citoyens américains à le faire. » Et là, c'est fondamental parce qu'on a tous énormément d'exemples en tête de politiques qui ont des politiques qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes puisqu'ils vivent ailleurs, dans des endroits protégés. Je pense à Émeric Caron qui scolarise ses enfants à Versailles. Je pense à Pape Ndiaye, par exemple, qui met ses enfants à l'école alsacienne quand il réforme l'école publique. Je pense à tant d'autres qui... On va citer la famille de Nervaux, parce que la famille de Nervaux, on l'aime beaucoup ici. D'abord, M. de Nervaux est le directeur général de l'ARCOM. Il est chargé d'imposer la diversité partout dans les médias. Et Madame Laurence de Nervaux, elle est à la tête d'une association financée par M. Soros pour implanter des migrants partout
en France. Eh bien, où scolarisent-ils leur progéniture? Eh bien, figurez-vous, dans une école privée très sélective du beau 17e arrondissement de Paris, c'est-à-dire c'est l'inverse de ce que me dit M. Vance. M. Vance, il dit « je veux scolariser mes enfants dans des bonnes écoles où il n'y a pas d'immigrés ou que des immigrés sélectionnés ». Ces gens-là veulent mettre des immigrés partout, non sélectionnés, mais pas dans l'école de leurs enfants. La transition est toute trouvée, on parlait d'immigration, et bien figurez-vous que François Bayrou a parlé d'un sentiment de submersion migratoire. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Bon, Jean-Yves, vous avez peut-être un commentaire à faire sur notre Premier ministre? Il n'est jamais trop tard pour reconnaître la réalité. Encore faudrait-il s'engager à prendre en compte cette réalité et à agir. Alors voilà ce que les médias en disent. En tout cas, on a Mediapart, le naufrage de François Bayrou. Ouest France, François Bayrou assume la submersion migratoire. On a sur Europe 1 un intervenant qui disait que le terme de submersion est exact pour Mayotte, mais pas pour la France métropolitaine. Les Échos, submersion, un Premier ministre peut-il dire cela? Quand même, on pose la question. Et dans Sud-Ouest, le dérapage de Bayrou. La presse se fait juger maître, là, Jean-Yves. Elle veut interdire. C'est-à-dire le mot dérapage, qu'on a d'abord utilisé pour le Front National et pour Jean-Marie Le Pen, il vise à interdire que le réel soit pris en compte par un homme politique, un journaliste ou un homme d'économie d'ailleurs. C'est la phrase de l'interdit. Alors revenons toujours sur nos chers amis les journalistes. Il y avait Laure Miller, qui est une députée Renaissance, qui a été interrogée sur le plateau de France Info justement sur ce terme de sentiment de submersion migratoire. Et vous allez voir, la journaliste, elle pousse. Vous allez voir dans quel sens. Alors moi, j'ai du mal à commenter les termes qui peuvent être ceux de responsables politiques, parce que je crois que ça crispe dans votre camp et c'est le Premier ministre. Voilà, c'est l'écume de l'actualité et c'est pas le sujet de fond. Voilà, mais donc peu importe les termes qu'on utilise, que le Premier ministre utilise, c'est ça que vous êtes en train de dire. En tout cas, moi, submersion migratoire. Alors c'est un sentiment de submersion migratoire, et je pense que vous discutez avec n'importe qui dans la rue, vous allez vous promener, vous verrez qu'il y a effectivement ce sentiment de submersion migratoire qui est confirmé ou qui ne l'est pas, mais il y a un sujet immigration dans notre pays. En fait, ce qui sauve là, c'est le sentiment. On a le droit de dire parce que c'est sentiment. On est dans le sentimentalisme là en ce moment. Il y avait le sentiment d'insécurité avant, si on se souvient bien. Ce qui est assez amusant, c'est que sur cette chaîne du service public, financée par les contribuables, on est dans la même logique. Là, on diabolise, on est dans une entreprise de diabolisation d'une députée Renaissance. On utilise contre elle les méthodes qu'on utilisait contre le Front National il y a 10 ans ou 20 ans. C'est le service public. Bienvenue dans le réel, là encore. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a quand même une autorisation du terme de submersion migratoire qui est un peu à géographie variable, dirais-je. Parce que, souvenez-vous, on avait parlé de Cohn-Bendit, qui avait parlé de grand remplacement à Mayotte, et personne ne lui avait rien dit. C'était OK. Et là, submersion migratoire, sentiment, ça va pas sur France Info. C'est amusant. Alors voilà ce que les Français en pensent, en tout cas, puisque le JDD a fait un sondage avec CNews Europe 1. 65% des Français estiment que la France est submergée par l'immigration. On a également quelques chiffres, je ne vais pas vous enquiquiner en les citant tous, mais qui ont été repartagés par Julien Masson, qui est au Front National. Plus 100% d'immigrés à Brest en 15 ans, 68% à Rennes, 64% à Nantes. En 15 ans, on a également plus 725% à la Guerche de Bretagne, plus 581% à Vezin-le-Coquet. Là, c'est plus de la submersion migratoire, c'est presque du remplacement de population, d'ailleurs. Alors, il y a quand même deux choses à voir, effectivement, dans ces chiffres. C'est l'ampleur de la progression, y compris dans des petites bourgades.
Et donc là, c'est quand même extrêmement frappant. Et dans les grandes villes, on voit les chiffres, mais si on prend simplement les maternités en Île-de-France, les maternités en Île-de-France, c'est 70% de naissances d'enfants extra-européens. Si ce n'est pas du grand remplacement, si ce n'est pas de la submersion migratoire, j'aimerais savoir ce que c'est. Enfin, avec au moins un parent étranger, puisque c'était la fameuse polémique des tests de drépanocytose. C'est à la drépanocytose, oui, absolument. On reconnaît mais on ne dépiste à la drépanocytose que les enfants d'origine extra-européenne. Il me semble que maintenant, on le propose à tout le monde, comme histoire ça, de comme lisser, ça, on a cassé le thermomètre. Voilà, exactement. Voilà. Mais enfin, les derniers chiffres connus, c'était 70%. Voilà. Et alors, vous allez voir, pour finir sur ce terme de submersion migratoire, que la presse pousse vraiment, et notamment un média en particulier, c'est Le Parisien, qui a sorti 3 articles quand même sur cette thématique en quelques heures. Après la polémique sur la submersion migratoire, le gouvernement Bayrou sous la crainte de la censure. Voilà, c'est la presse qui agite la crainte en fait là. Il n'est pas inquiet, malgré la polémique sur la submersion migratoire, François Bayrou garde son cap. Et puis un 3e article, le PS peut-il voter la censure? Tempête sous les crânes socialistes après les propos de Bayrou. On a presque l'impression qu'il y a au fond du Madame Irma là, Jean-Yves Stéphane, c'est très typique du Parisien. Puis c'est quand même beaucoup de jeux politiciens, sachant qu'il n'y a toujours pas de budget. Et que la question, pour le moment, sur la censure, c'est pas les propos de M. Bayrou sur la submersion migratoire, ou le sentiment de submersion migratoire. C'est les chiffres du budget. Qu'est-ce qu'on va voter? Qu'est-ce qui va être voté? Qu'est-ce qui va être voté, oui. Eh bien, écoutez, on suivra ça de près sur Immédiat. Je vous propose maintenant de passer aux pastilles de l'information. Et notre première pastille de l'information, elle est consacrée à Philippe Carli. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit du patron de presse Ebra. Ebra, c'est beaucoup de journaux, Jean-Yves. Tout l'Est. Voilà, tout l'Est, le bien commun, le bien public, pardon, le Dauphiné libéré, l'Est républicain, etc. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a démissionné? Eh bien, dans un premier temps, figurez-vous qu'il s'est excusé parce que on a repéré que sur LinkedIn, il likait des messages de Sarah Knafo et Marion Maréchal. Pas bien. Il avait utilisé cette excuse, mais la pratique rapide des réseaux sociaux a été maladroite, j'en suis désolée. Et finalement, quelques heures après, il a démissionné. Jean-Yves, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Alors, il y a l'article de Libération, quand même, je vais vous faire quelques citations qui sont incroyables. Dans la mesure où sa notoriété et ses responsabilités engagent indéniablement les rédactions dont les lignes éditoriales sont réputées être indépendantes et apolitiques. Ah oui, bien sûr, c'est vrai que dans la presse régionale, on est très apolitique et très indépendant. On est déjà très dépendant, en fait, des subventions, donc c'est une tartufferie incroyable. Dépendant des subventions et dépendant des publicités des collectivités locales, des communes, des départements, des régions. Tout à donc fait. ils ont tenus, une double laisse. Bien sûr. Voilà. Et il y a cette phrase aussi qui est bien, on ne peut pas demander une impartialité à ses journalistes et afficher autant ses idées politiques avec son compte professionnel de patron de presse. Jean-Yves, vous êtes scandalisé, j'imagine. Oh bah tout à fait. Alors, je crois d'abord que il a eu tort, ce monsieur Carli, de s'excuser. Parce qu'à partir du moment où on s'excuse, on s'accuse. Et donc, il a eu tort, d'autant plus que, en fait, liker sur un réseau social, en l'occurrence, je crois que c'est LinkedIn, c'est pas forcément approuvé. C'est signaler l'intérêt d'un point de vue. C'est pas forcément l'approuver. Alors, bon, il s'est excusé. Et à partir de là, il était coupable et il a été conduit à la démission. Alors c'est intéressant de voir qui l'a conduit à la démission. C'est poussé par la CGT. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois un consortium de syndicats de journalistes, qui sont, comment on dit, indépendants, et neutres bien entendu, et de patrons de banques. Puisque la propriété du groupe Ebra, les propriétaires du groupe Ebra, c'est un ensemble de banques mutualistes et populaires. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir cette alliance syndicalo-bancaire pour chasser un homme qui simplement pouvait s'intéresser à d'autres opinions que celles qui ne concernent que la doxa.
Tout à coup, je m'inquiète, Jean-Yves, pour ma place dans cette émission, parce que la semaine dernière, il est vrai que j'avais fait un coup de chapeau à Libération, qui étaient les seuls à avoir parlé du scandale des fonds Marianne pour Marlène Schiappa, qui avait pourtant été décorée de la Légion d'honneur. Que fait Martial? Pourquoi ne suis-je pas encore suspendu de cette émission? Juste un point également sur les algorithmes quand même, et sur les réseaux sociaux. Les algorithmes font qu'on est très vite enfermé sur les réseaux sociaux. Ils nous proposent des choses qui nous plaisent, qui sont susceptibles de nous plaire. Donc si on n'est pas ouvert, si on ne s'abonne pas à des contenus qui ne sont pas forcément proches de nos idées, finalement, on ne peut plus avoir une vision globale et objective des choses. Jean-Yves, on continue avec la Starac. Vous avez regardé la finale? Non, j'en ai entendu parler. Mais vous en avez entendu parler effectivement, parce que je vous propose cet article de Paul Sugy, donc pour le Figaro. Les 2 finalistes de la Star Academy renvoyés à leur couleur de peau sur les réseaux sociaux. La gagnante de la Star Academy, Marine Delplace, a été traitée de sale blanche par des internautes. Et Bonnie aussi, donc l'autre finaliste, a également été victime d'insultes sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous évoque finalement, toute cette... Je crois que c'est assez triste, mais indépendamment de cela, ça reflète la racialisation de la situation. C'est-à-dire qu'à force de nier la réalité, eh bien la réalité revient en forme de boomerang, et au fond, ces 2 jeunes femmes ont moins été jugées par leur qualité à chanter ou pas, que par leur couleur de peau. Jacques Weber était invité sur RTL et vous allez voir, il s'est servi de ce passage médiatique pour en faire une tribune très politique. On l'écoute tout de suite. Je suis un homme engagé, il faudrait beaucoup de gens le choix, beaucoup plus. Moi, je suis absolument sidéré, estomaqué par l'aphasie qu'il y a autour de Trump. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. On est dans très grand danger à cause de quelques monstres issus d'ailleurs, et c'est ça le grave problème, le très très grave problème qui est posé, issus de la démocratie. On ne peut plus nuancer, on ne peut plus prendre le temps. Mais réveillons-nous, il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. C'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Alors Jacques Weber qui parle de nuances. Jacques Weber, en 2022, il appelait également à voter Mélenchon. Alors certes, c'était pas dans les médias. Et d'ailleurs, il utilisait déjà son expression favorite de feuille de cigarette, mais cette fois-ci, c'était entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Éric Zemmour qui était une horreur absolue. Ça vous évoque sans doute quelque chose, Jean-Yves? Oui, non, mais je crois surtout là qu'il n'y a pas de maîtrise de l'antenne. Hein, il n'est pas repris. Il n'est pas repris, il n'y a pas de maîtrise de l'antenne. Que fait l'Arcom? C'est moi qui ai fait les coupes. Il y a, effectivement, le journaliste ne dit rien. Il laisse passer. On continue ces pastilles avec Elon Musk, décidément, qui fait toujours la une de l'actualité. Et je vous propose d'écouter à son propos Jean-Noël Barrot. My heart goes out to you. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Beaucoup ont dit c'est un salut nazi. Il a dit, et donc on aurait tourné la page sans aucune difficulté si... Il n'avait pas, il y a 2 ou 3 semaines, participé à une opération de promotion du parti allemand appelé l'AfD, qui est un parti d'ultra-droite qui flirte avec les thèses néo-nazies. Ceux qui disent on quitte Twitter, on quitte X après les déclarations d'Elon Musk, vous en pensez quoi? Moi je dis non. C'est pas à nous de quitter X ou TikTok ou Instagram ou Facebook. C'est à ces plateformes de quitter l'Europe si elles ne se plient pas à nos règles. On s'est donné des règles. Les règles d'ailleurs quasiment les plus strictes du monde pour réguler. On est presque sur un vœu dictatorial là. Les règles les plus strictes du monde. C'est-à-dire qu'ils veulent des règles de censure des réseaux sociaux plus strictes que celles de la Chine. Plus strictes que la Corée du Nord. Plus strictes que la Corée du Nord. Bravo. Bravo Jean-Noël Barrot. Je vous propose d'écouter maintenant Luc Ferry, qui est également intervenu sur le profil d'Elon Musk. La stratégie qui est derrière, c'est très simple. Bon, lui, il est Asperger au dernier degré. C'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers, qui est le patron de X, pas simplement de Tesla ou de SpaceX. Il est aussi le patron de X avec tout le pouvoir que ça peut donner dans le monde entier. Et donc, le fait que ce fou ait 440 milliards de dollars comme fortune est évidemment extraordinairement inquiétant.
Je rappelle que Luc Ferry, Jean-Yves, avant de vous donner la parole, disait déjà à propos des Gilets jaunes qu'il ne comprenait pas que les policiers ne se servent pas de leurs armes une bonne fois. Voilà, une bonne fois pour toutes, presque. Donc vous avez sans doute un commentaire à faire. Que fait l'Arcom ? Là aussi, il y a un problème de maîtrise de l'antenne, parce que c'est un propos qu'on pourrait qualifier d'andiphobe. Si tant est qu'Asperger, c'est quand même très particulier, parce que Ferry, qui se pique d'être intelligent, il est beaucoup moins intelligent que Musk. Bon, voilà. Donc, ce qu'il appelle la folie de Musk, c'est aussi une extrême intelligence. En tout cas, le propos est particulièrement malvenu. Et donc, pourquoi diable, peut-on se demander, pourquoi diable est-ce que Elon Musk est-il autant diabolisé ? Eh bien, peut-être, effectivement, comme le disait Jean-Noël Barrot, peut-on aller trouver quelques éléments de réponse dans son soutien à l'AfD, et notamment dans son discours qu'il a tenu lors d'un meeting de l'AfD avec Alice Weidel. Il a notamment dit cela: « Nous ne voulons pas que tout soit pareil partout, un monde où il n'y aurait qu'une seule sorte de grande soupe. Nous voulons aller dans différents pays et découvrir des cultures différentes. » Et il a également déclaré: « Je pense qu'on met trop l'accent sur la culpabilité passée en Allemagne et que nous devons aller au-delà, que les enfants ne devraient pas se sentir coupables des péchés de leurs parents, ni même de leurs arrière-grands-parents. » Et là, Jean-Yves, vous avez évidemment un commentaire à faire. Bien sûr, en 2 phrases. Un, il pose le principe de la défense de l'identité par rapport au mondialisme. 2, il pose le principe du rejet de la culpabilisation permanente 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est effectivement le rejet de la culpabilisation qui permettra le retour des identités. Donc on comprend très bien que Musk soit détesté parce qu'il offre la liberté d'expression à des idées qui effectivement sont assez explosives par rapport à la doxa dominante. Voilà. Il arrive de temps en temps qu'il y ait des mea culpa médiatiques. Eh bien, je vous propose d'écouter celui de David Pujadas. C'est vrai qu'au départ, on était tous à se dire c'est un dingue. Oui. Il y a peut-être un mea culpa à faire des médias français qui ont quand même observé avec une certaine condescendance l'arrivée au pouvoir de cet homme à la tronçonneuse. Et le New York Times avait écrit: cette rencontre sommée devrait renforcer les espoirs des partisans de Meloni de voir la première ministre conservatrice italienne devenir l'allié privilégié de Trump en Europe. On parle d'Europe dans le New York Times, et vous remarquerez qu'on ne dit pas extrême droite mais conservatrice. Ce qui prouve à quel point elle est devenue une interlocutrice privilégiée. Là aussi, nous pouvons faire un peu notre autocritique, nous les médias, parce qu'on l'a présentée comme une nouvelle Mussolini, alors qu'elle était alliée avec Mario Draghi. Je trouve que c'est pas la première fois d'ailleurs que Pujadas, qui est quand même assez politiquement correct, de temps en temps, il est sur un petit point de reprise, d'autocritique. Et là, au fond, il dit, nous, les médias, on a trompé les gens, on s'est trompé, ou on a trompé les gens, et sur Milei, et sur Meloni. Je pense que dans 1 an, il nous dira, on les a trompés sur Trump, on les a trompés sur Musk. Mais bon, il reconnaît ses erreurs. Oui, c'est plutôt bien. Voilà. Un petit coup de chapeau à Pujadas. Jean-Luc Mélenchon s'est payé Libération dans des mots très durs, vous allez voir. Libération, journal de la loose de gauche, de l'art de tirer dans le dos pour les nuls, un peu de professionnalisme avant la fin de ce journal, maintenu curieusement en vie, ferait du bien. Et alors c'est très intéressant ce propos de Jean-Luc Mélenchon, Jean-Yves, parce qu'il y a Off Investigation, qui mène des enquêtes très poussées, qui a sorti un article sur Hollande et les médias qui s'intitule La grande trahison. Il y a même un reportage en fait, c'est pas que un article. Donc de quoi est-ce qu'il nous parle ? Il nous parle de Patrick Drahi, qui grâce à un coup de pouce de Hollande à l'époque, nomme à la tête de Libé Laurent Geoffrin. Pouf, on a une ligne qui est pro-Hollande. D'ailleurs, qu'est-ce que dénonce Jean-Luc Mélenchon là ? C'est que Libération lui invente un duel avec François Hollande. C'est amusant. Qu'est-ce que nous dit Off Investigation également ? Il nous dit que il y a eu une renégociation de contrat de téléphonie mobile avec Xavier Niel et François Hollande. Et là, paf, qu'est-ce qu'on fait ? On vire Aude Lancelin de l'Obs
parce qu'elle incarnait une ligne qui était trop critique de la Hollandie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a François Hollande qui nomme Delphine Ernotte, qui est parachutée littéralement, on vous le répète depuis des années dans les médias, mais à la tête de France Télévisions. Il y a tout un ensemble de choses. Il y avait sa femme aussi, Valérie Trierweiler, et Delphine Ernotte, elle y est encore. Donc il y a eu tout un processus qui avait que François Hollande s'est mis à contrôler les médias très sérieusement à un moment clé de ses déboires politiques. Et il continue, que les gens qu'il a mis en place continuent assez largement de les contrôler d'ailleurs. Un petit film pour conclure les pastilles de l'information, un film qu'on ne vous recommande pas particulièrement d'ailleurs, vous allez voir, il s'agit de Toutes pour une. Eh bien, Toutes pour une, c'est une débâcle au box-office. C'est la version woke, féministe des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, ça sort très proche de la version des Trois Mousquetaires avec des hommes cette fois-ci, qui était sortie il y a 2 ans maximum. Que nous dit la presse ? Il nous dit que la machine s'est emballée. Pourquoi est-ce que Allociné a retiré la note des spectateurs? Alors quand Allociné modifie les notes spectateurs, ça veut tout dire. C'est que ce n'est pas que la machine s'est emballée, c'est que les notes n'étaient pas bonnes du tout et que c'était scandaleux parce qu'en plus on est dans la défense des films français toujours, hein. Toujours. Que nous dit le Parisien à propos de ces Trois Mousquetaires? Il dit que c'est une parodie féministe et délirante. On dit que c'est de la grosse potacherie, que c'est assez rigolo, qu'il y a des combats d'épée homériques quand même. Voilà. Du hip-hop ou de la pop à fond la caisse. Et c'est ce qui fait toute la saveur de ce film qui ressemble à un sketch de 1h36. Les codes de la virilité prennent cher. Par exemple, à un moment, elles essayent un faux sexe en tissu. Tu sens avec une bite, on a moins peur avant de jouer à agiter leur appareil génital. Bah oui, c'est vrai que l'avènement du féminisme, c'est de faire l'hélicoptère, évidemment. C'est très intéressant. Et que nous dit les scores d'audience de ce film? Eh bien, c'est que le premier jour de sa sortie, 1271 entrées seulement sur 564 séances qui étaient programmées dans toute la France, soit une moyenne à peu près de 2 spectateurs par salle. On n'a pas besoin de réserver. On peut aller voir ce film sans réserver au préalable, on est tranquille. Là, c'est sûr. Ouais. C'est le réel, là, encore une fois. C'est le réel, oui. C'est l'épreuve du réel. Bon, enfin, tout ça avec l'argent des contribuables, quand même. Eh bien oui, c'est un film français. C'est un film subventionné par un certain nombre d'institutions, le CNC, des chaînes publiques, etc. Voilà. Vous avez quelque chose contre la grosse potacherie et le féminisme, c'est sûr. Non, je m'en garderai bien. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le rappelle, comme à chaque fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais normalement, ça devrait être votre réflexe. Vous cliquez sur l'émission, paf, vous cliquez sur le pouce en l'air. N'hésitez pas également à nous laisser des commentaires juste en dessous. Parfois, vous avez des suggestions très intéressantes à nous transmettre et moi, je les lis, donc je les prends en compte. Donc n'hésitez pas. Jean-Yves, je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr. Et puis, à nos téléspectateurs, on leur indique que, bien sûr, il ne faut pas quitter. Il y a le portrait piquant, très important. Portrait piquant, Léa Salamé. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Et puis d'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très vite sur TVL. Journaliste franco-libanaise, Léa Salamé, de son vrai nom Ala Salamé, est une étoile de l'information depuis qu'elle a arbitré les débats entre Éric Zemmour et Nicolas Demenac sur iTélé. Issue de la haute bourgeoisie affairiste libanaise, elle ne cache pas, malgré son image d'objectivité, une idéologie libérale, libertaire, cosmopolite et mondialiste. Née en octobre 1979 à Beyrouth, elle est la fille du franco-libanais Ghassan Salamé, ancien ministre de la Culture, professeur à Sciences Po et soutien de l'Open Society de George Soros. Arrivée à 5 ans en France, elle a été naturalisée en 1988. Très bonnes études à Paris, à Saint-Louis de Gonzague et à l'école alsacienne. New York University, puis Sciences Po, le parcours doré des bons éléments de la bourgeoisie. Elle est lancée en 2004 à la télévision par Jean-Pierre Elkabbach sur LCP Public Sénat. Puis c'est France 24, un petit tour à France 3, iTélé, France 2, l'émission On n'est pas couché, enfin France Inter. Patrick Cohen quittant la matinale de France Inter pour Europe 1, Laurence Bloch impose le duo
Demorand-Salamé à la tête de la matinale. Avec Demorand, venu de Libération, la symbiose professionnelle et politique est réussie. Comme elle le déclare au Point avec Nicolas, c'est un mariage vraiment réussi. Nous sommes un couple qui fonctionne bien. Fin de citation. En 2021-2022, en plus de France Inter, elle est sur France 2, à la fois présentatrice d'Élysée 2022 et bras droit de Laurent Ruquier sur On est en direct. Certains commentaires s'émeuvent de sa partialité lorsqu'elle se retrouve face à Éric Zemmour, d'abord dans On est en direct, puis sur le plateau d'Élysée 2022. Il y avait du monde, vous avez raison de le dire, mais il y avait aussi des Macron assassins, ce que... Bon, ça restera, c'est resté. Elle ne parvient pas à réprimer une attitude hostile à l'endroit du candidat. Elle sera ovationnée à France Inter pour son esprit agressif lors de cet épisode. Son compagnon, Raphaël Glucksmann, père de son enfant, est élu tête de liste socialiste en vue des élections européennes de 2019. En mai 2019, elle anime le prix, ouvrez les guillemets, rôle modèle LGBT qui récompense les personnes LGBT+, dont le succès professionnel, le parcours de vie, les valeurs ou le rôle social sont considérés comme un modèle à suivre. Amen. Laissons le mot de la fin à Grégory Rose. Je cite, « Celle qui partage sa vie avec un député progressiste peut-elle vraiment animer un débat politique en toute impartialité sur une chaîne de service public ?» À nos auditeurs de donner leur réponse.